Donc le thème de ce soir, ça va être la digitalisation au Cambodge. Clément, qui est notre modérateur, va nous présenter les différents intervenants. Voilà. Et après, ouverture du bar, du buffet, etc. Il va falloir juste être concentré quelques instants pendant la présentation. Madame, merci beaucoup. Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc vous avez bien compris le thème. Donc Cédric sera notre premier intervenant, donc il est cofondateur de Cleverin. Il va nous faire une présentation sur la digitalisation du Cambodge. Donc même si le Cambodge est en effet petit, un peu dans l'ombre de certains pays d'Asie, vous verrez qu'il se passe des choses intéressantes sur la digitalisation. Ensuite, Pascal nous présentera donc Ukier, qui a lancé il y a plusieurs mois une application mobile. Donc, qui s'inscrit tout à fait vraiment dans la digitalisation du Cambodge. Et puis ensuite, Aurélien nous parlera de Wheelesc, qui est plutôt une entreprise de données qui travaille sur la data. Voilà. Et donc moi, je ne me suis pas présenté. Donc Clément, moi je travaille à Omnicia, qui est une entreprise de cybersécurité, et je suis aussi à la French Tech depuis à peu près 2 ans. Voilà. Bien, bonjour à tous. Donc Cédric Lee, cofondateur de Cleverin, qui est une entreprise de jeux vidéo, mais également co-président de la French Tech. Aujourd'hui, on va parler de la digitalisation au Cambodge, mais on va parler également de ce qu'est la French Tech, puisqu'aujourd'hui, je vois qu'il y a également d'autres membres de la French Tech. Et pour ceux qui veulent s'intéresser et également nous rejoindre, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent au niveau tech et digitalisation au Cambodge, dont on va parler dans les prochaines slides. Alors, qu'est-ce qu'est la French Tech ? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un réseau qui a été créé par le gouvernement en 2013, donc ça fait 10 ans maintenant que ça existe. On a fêté les 10 ans l'année dernière à l'ambassade, et ça représente à peu près 6000 startups dans le monde, et surtout représentées dans plus de 52 pays. Donc quand on entend tech, c'est assez large finalement, parce que la tech, même si on parle de digitalisation aujourd'hui, c'est quand même très large. On va retrouver la partie biotech, la partie cybersécurité, agrotech, et plein d'autres tels que la deep tech. Bon, je sais que ça fait beaucoup de mots avec tech, mais au moins on insiste bien dessus. Et donc le but de la French Tech, c'est qu'ils appuient justement l'ensemble des startups pour mettre en avant, si possible aussi, s'ils découvrent qu'il y a des licornes françaises, et les aider financièrement. Au sein de la French Tech, du coup, il y a également la French Tech Phnom Penh. Donc, comme je disais précédemment, il y a plusieurs French Tech dans 52 pays. Et on est également présent ici, on a à peu près 50 membres, donc moi-même co-président, et qui a été créé il y a 8 ans. Donc ça fait quand même un petit moment, ça a été créé par Sorias May et Adrienne. Et on va retrouver plusieurs types d'entreprises dans la tech. Alors ça va être lié ici très à la partie digital marketing ou au développement web, mais il y aura des nouveaux types d'entreprises, je suis persuadé, qui vont se joindre à la French Tech, parce qu'il y a des opportunités qui vont se créer dans les prochaines années, dont on va en parler. Alors pour comprendre, avant qu'on attaque vraiment précisément la digitalisation, c'est qu'est-ce qui s'est passé au Cambodge ces dernières années. Il n'y a pas énormément de chiffres, parce que voilà, ça se développe, et il n'y a pas eu énormément de chiffres qui ont été publiés publiquement. Mais ce qu'on peut leur dire, en tout cas, c'est que ça s'est développé énormément déjà sur la partie déploiement des smartphones. Je pense que tout le monde l'a vu, et tous ceux qui vivent ici voient que même si on va au fin fond de la campagne, tout le monde a un smartphone. Et ça, c'était très important parce que ça a mis en avant déjà le déploiement de l'Internet Banking et le déploiement aussi des QR codes. D'ailleurs, si vous observez, c'est maintenant même parfois difficile de payer par carte bleue. Ils prennent quasiment que des QR codes parce que c'est devenu quelque chose de très standard. Et donc moi, ça m'a personnellement énormément surpris parce que même en France, il n'y a pas de telles technos qui en sont déployés. Mais pas que. Il y a des nouvelles adoptions de technologies. Ils ont parlé énormément de la partie crypto en 2022 lors du CTX. Et la CADT appuie fortement également la partie innovation technologique. Donc il y a eu un événement majeur qui s'est déployé fin de l'année dernière, où ils ont remis des prix spécialement justement pour les entreprises locales. Sur la partie innovation technologique, ça va être très appuyé également sur l'agrotech. Et donc on voit qu'il y a un réel business qui va se créer sur l'agrotech, puisqu'ils ont besoin de faire plus de production et de maîtriser leurs coûts. On va avoir
Désolé. On va voir la partie logistique et transport. Pareil, il y a peut-être 7-8 ans, quand on commandait son tuk-tuk, il fallait négocier fortement. Et maintenant, tout est prépayé. Donc, on prépaye via Grab ou via PassUp directement. Et donc, on va avoir des prix qui sont pré-négociés. Le tuk-tuk va arriver, même si vous ne parlez pas khmer, c'est très facile d'utilisation. On a eu le déploiement de Niam 24, de Foodpanda. Donc, on voit vraiment que maintenant, la partie digitalisation fait partie de la vie quotidienne au Cambodge. Et donc, on va retrouver de plus en plus d'applications qui sont faites via des smartphones. Avec ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on a pu observer ces dernières années? Et il y a eu des bâtiments qui ont poussé partout. Et quand il y a des bâtiments qui poussent de partout, il y a des infrastructures complexes à l'intérieur de ces bâtiments, des infrastructures électriques, hydrauliques, de clim, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des problèmes de management. Donc, par exemple, quand on a un bâtiment qui s'est créé depuis plusieurs années, si on souhaite le rénover, on ne sait plus où est-ce que le câble il est passé, ou la tuyauterie, etc. Et il y a énormément d'incidents. Ça, ce genre de type de technologie pour manager les bâtiments s'appelle le BIM, et c'est très déployé en France et en Europe. Et donc, ça permet en fait de réunir l'ensemble des acteurs, aussi bien dans la construction, jusqu'à la phase de maintenance et de faire vivre constamment en fait le bâtiment. Et d'éviter les incidents. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple concret, je perce un trou dans le mur, on pensait qu'il n'y avait pas un câble électrique, pouf, on fait sauter un câble électrique, on met en rade la moitié du bâtiment. Ça paraît gros, mais ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on peut le penser, et ça arrive également dans le domaine public. Par exemple, on va percer un tuyau de gaz, et on va mettre en rade la moitié d'une commune pendant 2-3 heures le temps d'intervenir. Et donc ça permet vraiment de garder le management d'un bâtiment tout au long du cycle de vie du bâtiment. Et c'est ça la technologie qui, je pense, sera de plus en plus déployée parce que avec tous les bâtiments, d'ici 10 ans, si les plans se perdent, ça va être catastrophique. Donc il y a un business qui va se former autour de ça. Ensuite, la crypto, j'en ai parlé. Il y a eu en 2022 un événement au CTX qui parlait énormément de la crypto. Je ne sais pas si ça vous parle un peu, la crypto, la blockchain. C'était très en vogue en 2021-2022. Mais c'est quelque chose qui est toujours de sujet ici. Et d'ailleurs, il y a eu un MOU qui a été signé avec Binance et la CERC, donc qui met vraiment d'un point officiel que la crypto est lancée au Cambodge avec Binance. Et depuis 2024, avec du coup la création du premier exchange au Cambodge, donc c'est quand même quelque chose de gros, hein, parce que ça prouve que le Cambodge maintenant va peut-être déployer des modèles, des moyens de paiement en crypto. Ça va prendre du temps, parce qu'il y aura énormément de régulation qui va se passer, je pense, après, derrière, parce que souvent, beaucoup de gens associent la crypto au blanchiment d'argent, mais bon, je vous rassure, c'est pas vrai, mais c'est une réelle technologie, en tout cas, qui permet de décentraliser aussi bien les paiements que le suivi de documents, et derrière, surtout, de mettre une sorte de tampon numérique pour dire que, ok, ce document est officiel, et il ne peut pas être falsifié, parce que ce que je possède, tout le monde le possède. Et ça, c'est une garantie qu'on n'a pas avec un serveur centralisé, parce que quand on attaque un serveur centralisé, il faut que celui-ci est corrompu, il n'y a aucune garantie que les données soient correctes. Ensuite, les jeux vidéo, c'est un sujet qu'on en parle de plus en plus, même d'ailleurs au sein du gouvernement cambodgien. Alors pourquoi? Déjà parce que c'est un secteur qui pèse des milliards d'euros, et puis je pense qu'il n'y a pas une personne qui n'a jamais joué à des jeux vidéo mobiles, au moins. Et ces jeux vidéo mobiles, avant c'était juste du pure entertainment, mais ce qui s'est passé avec la génération Z, c'est qu'on a observé qu'ils passent énormément de temps dessus et qu'ils sont très attentifs à ce qui se passe sur ces applications. Et donc c'est devenu un vecteur de marketing. Les gens utilisent maintenant les jeux mobiles, ou même d'ailleurs communiquent de manière éducative via des jeux mobiles pour justement atteindre une plus grande audience, et surtout une audience qui est beaucoup plus jeune et beaucoup plus attachée à cette partie digitale. Et enfin, ce qui pourrait se passer dans un futur un peu plus lointain, parce que ça reste onéreux, c'est le déploiement des consoles et des PC.
Et donc, ça veut dire un nouveau marché qui va se développer également au Cambodge, avec toute la partie développement de jeux vidéo qui est en train de commencer doucement ici. Avec tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que ça implique? C'est simple. Beaucoup de bâtiments qui poussent, beaucoup de gestion, smart city, des banques, networking, c'est la cybersécurité, ça tombe bien. On a quelqu'un qui connaît bien le sujet. Et ça, c'est vrai. Moi-même, j'ai travaillé dans la cybersécurité avant au niveau national en France. Et l'insécurité, même si dans la tête des gens, c'est juste un gros sujet, c'est aussi un business derrière. C'est-à-dire que les entreprises, quand ils voient qu'il y a de l'insécurité, qu'il y a une attaque ou une cyberattaque, tout de suite, il faut pouvoir déployer des solutions derrière. Parce que même si ça coûte des millions pour déployer une technologie de cybersécurité, aussi bien réseau que code, etc., c'est également pour éviter des grosses pertes. Je vous donne un exemple concret. Vous êtes chez une banque et la banque subit une cyberattaque. Elle n'a pas voulu dépenser ses 10 millions de dollars pour sécuriser ses serveurs et elle perd combien de clients après derrière. Donc ce genre de choses, ça arrive très fortement. Je pense ici aussi, d'ailleurs, je crois qu'il y a eu une cyberattaque il n'y a pas très très longtemps. Et en France, c'est quelque chose d'obligatoire. Donc il y a eu la loi de programmation militaire qui s'est passée en France, où ils obligent les entreprises maintenant à instaurer des règles de cybersécurité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand l'État impose, les gens doivent faire. Quand les gens doivent faire, il y a du business qui peut se développer et des opportunités à prendre pour justement sécuriser ces nouveaux data centers. On a des personnes qui connaissent très bien une partie des data centers pour avoir un minimum de garantie. Donc, c'est les différents sujets qui peuvent, je pense, s'appliquer au Cambodge. C'est très vague, la digitalisation. On va pas parler de tout parce que voilà, il y a énormément de business, mais je pense que ce sont des sujets à regarder de près parce que la plupart des forums qui se passent au Cambodge, et les business et vraiment ce qu'ils souhaitent mettre et appuyer en avant au Cambodge, ce sont ces sujets-là qu'on a pu voir le plus fréquemment. Voilà, merci. Bonsoir à tous, je vais prendre la suite. Donc, je m'appelle Pascal Catry, je suis en charge des pharmacies UCARE au Cambodge, donc la première chaîne de pharmacie au Cambodge. Moi, je voudrais vous apporter un témoignage d'un domaine qui n'est pas vraiment associé à l'image de digitalisation. La pharmacie, c'est avant tout un métier où on est en contact direct avec les gens et on a besoin d'espace physique. Mais les choses évoluent, donc je pense que c'était intéressant de partager avec vous la façon dont on a réfléchi à aller vers plus de digitalisation. Je pense que pour nous, la première étape, ça a été pendant la période de Covid. Il a fallu aller plus vers les clients parce qu'eux ne pouvaient pas obligatoirement aller vers nous. Et plus généralement au Cambodge, on a quand même un problème d'accessibilité aux soins. Et le fait de pouvoir toucher des gens qui sont éloignés de nos pharmacies, c'était aussi quelque chose qu'on avait à cœur de pouvoir faire. Globalement, on en a parlé, on vient d'en parler, donc il y a une croissance de la digitalisation au Cambodge qui se ressent. On a parlé des smartphones, c'est vrai qu'il y a plus de smartphones au Cambodge que d'habitants, donc c'est clair que souvent ils en ont plutôt 2 qu'un, et ils s'en servent. Ils s'en servent beaucoup, un peu toujours de la même façon, mais il y a des habitudes de prise déjà. On a vu aussi, depuis Covid, ça avait déjà démarré avant, et on en a parlé aussi, tu en as parlé tout à l'heure, les livraisons, tout ce qui était logistique, donc la livraison de proximité, on va dire, surtout au niveau alimentaire, avec des marketplaces comme Liam24, Foodpanda qui sont arrivés et qui ont pris l'espace vraiment, et c'est devenu une habitude vraiment bien ancrée. Je pense que ça a été des raisons qui nous ont fait dire il faut qu'on aille vers les gens via une solution dématérialisée.
d'autant plus qu'il n'y a aucune vraiment offre en ligne spécifiquement dédiée à la santé et au bien-être au Cambodge, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays autour. Donc voilà, il y avait une place à prendre. Et puis, dernier point pour nous, ce qui est très important dans ce contexte où c'est quand même les consommateurs sont assez labiles, ils vont passer d'une enseigne à une autre en fonction des offres, et il y avait besoin aussi de les fidéliser, et c'était un des premiers points sur lesquels on a travaillé pour leur permettre de se fidéliser en ayant plus d'avantages s'ils viennent régulièrement. En parallèle de ça, le contexte, c'était, au départ, on a travaillé au développement d'un site internet. Donc en Cambodge, ce n'est pas vraiment le média le plus utilisé, le canal. Et d'autant plus qu'on a voulu développer une offre de vente en ligne sur internet, mais on a été retoqué par le ministère de la Santé, puisque en tant que pharmacie, on ne peut pas vendre en ligne directement de cette façon-là. Donc ça a été un peu abandonné. Aujourd'hui, c'est surtout un site institutionnel pour donner des informations, mais on n'a pas du tout d'utilisation derrière, ni pour la fidélisation, ni pour faire du commerce. Donc, on a travaillé sur une première mouture d'application, c'était en 2021, avec une boîte qui s'appelle CodingGate. Mais à cette époque, on ne voulait pas se lancer trop dans le e-commerce. C'était surtout la partie programme de fidélisation qui a été mise en place. Donc on est passé d'un système où tout le monde pouvait avoir une remise à partir du moment où vous avez une carte physique, à un système où à chaque fois qu'ils achètent quelque chose, ils obtiennent un cashback, en fait, un pécule qu'ils peuvent accumuler et utiliser plus tard. Donc ça les oblige à revenir et ça les encourage à revenir. C'est jamais une obligation. Donc voilà, ça a été le premier point, c'était de pouvoir utiliser l'application pour s'enregistrer au programme de fidélité et utiliser leur téléphone pour donner leur identifiant, en fait, quand ils venaient dans la pharmacie, et pouvoir accéder de cette façon-là aussi au cashback qu'ils avaient pu accumuler. On voulait aussi un peu se détacher, puisqu'on était déjà présent depuis même avant 2018 via Delishop sur des marketplaces, mais on n'avait pas le contrôle de ce qu'on pouvait proposer, et en plus, bon, ça nous obligeait à verser des commissions qui ne nous permettaient pas non plus de mettre des promotions en place, puisque notre marge est limitée et on ne peut pas non plus donner de tous les côtés. Voilà. Donc voilà, on est arrivé à sortir cette application. Alors je voulais juste partager le fait que nous, on n'est pas des spécialistes du tout, et on avait certaines contraintes, et en fait, voilà, on a réfléchi de quelle façon on pouvait trouver des solutions à notre niveau avec des acteurs locaux. Et donc, le but, c'était d'apporter un meilleur contrôle de la qualité de notre service, d'avoir un contact direct avec le client via des notifications, via des échanges qui pouvaient se faire entre notre système informatique et l'application. Et il fallait trouver aussi une manière d'optimiser la partie livraison, en fait, jusqu'au client. Et pour ça, on a dû définir une cartographie. Toutes nos pharmacies ne sont pas impliquées. Donc c'est un système où les gens commandent en ligne et ensuite c'est prélevé sur le stock de nos pharmacies pour être livré. Et donc on a défini des points de pick-up des produits en fonction de la localisation sur Phnom Penh essentiellement. Voilà, donc techniquement on a dû repartir de zéro par rapport à la première application parce qu'on n'avait pas la main sur le code, et il a fallu reprendre à zéro, ce qui n'a pas été trop un problème pour la partie fidélité qui était déjà en place. Donc aujourd'hui, il y a 4 fonctions principales avec notre application. Ce côté programme fidélité avec le cashback. Donc l'application, ça a été développé en parallèle du système informatique qu'on a. Donc on a dû créer des interfaces en fait pour permettre des échanges d'informations entre les pharmacies et l'application, donc par des API, des API.
Ça permet un partage d'informations sur la localisation de nos pharmacies, sur les offres en cours. Et on peut envoyer des notifications personnalisées aux clients. L'autre fonction qui existait déjà, c'est en fait, alors c'est pas une application, c'est pas un appareil connecté, on n'a pas des données de santé en direct avec notre application. Aujourd'hui, on l'utilise pour faire du reporting en fait, d'informations, de données, suite à des bilans de santé, des health check-up que les clients peuvent faire dans nos pharmacies. Et donc, en fait, on rapporte toutes les données qu'on a pu enregistrer en pharmacie dans l'application, et comme ça, le client peut suivre ses performances physiques. Donc, essentiellement, la tension artérielle, la glycémie et l'indice de masse corporelle. Ça permet de donner leur niveau de forme et le risque plus ou moins élevé qui développe un diabète ou de l'hypertension. Voilà, puis la dernière partie qui est vraiment la partie la plus nouvelle, c'est la partie e-commerce, donc qui concerne essentiellement des produits non médicamenteux, puisque ça on n'est pas autorisé à le faire. Donc produits, tout ce qui est hygiène, beauté, bien-être. Donc on a aujourd'hui, dans nos pharmacies, on a près de 15 000 références. Sur l'application, on a accès à 3 000 à 4 000, je crois. Donc ça permet déjà d'avoir un très grand choix. Il a fallu gérer ça, parce que voilà, comment choisir parmi les 15 000 produits ceux qu'on allait mettre en ligne, et de quelle manière on permet au client de faire son choix sur l'application. Donc on a essayé de faire pas mal de raccourcis, de moteurs de recherche pour que les gens trouvent par le nom, une partie du nom ou autre, le produit qu'ils recherchent. Mais ils peuvent aussi chercher par catégorie, par sous-catégorie, éventuellement, ou par produits les plus demandés, par exemple, aussi. C'est quelque chose qu'on a mis en place. Il a fallu travailler sur comment gérer la livraison ou le retrait. Donc aujourd'hui, on propose les deux. Les gens peuvent commander et venir récupérer leurs produits une fois qu'ils ont payé en ligne. Et en fait, pour ça, on s'est associé à Niam24, qui ont déjà une grosse expertise en matière, et qui proposent un service de livraison exclusif, donc sans passer commande sur leur plateforme. Et donc, du coup, il y a une interface aussi avec Niam24 qui fait que dès que la personne commande, elle peut avoir aussi le coût de sa livraison et le payer en même temps que le produit. Donc ça, c'est la base de fonctionnement. Et ensuite, il y a bien sûr, ils sont localisés aussi, géolocalisés, et c'est de cette manière qu'ils peuvent avoir le tarif de la livraison. Voilà, bon, ça on va passer rapidement. C'est la façon dont c'est organisé, les catégories, sous-catégories. On a un moteur de recherche, etc. On va accélérer pour pas trop manger sur le temps de la prochaine intervention. Le back-end, en fait, comme c'est pas intégré à notre logiciel, on a des téléchargements en fait de fichiers pour mettre à jour le stock et les produits, les prix des produits aussi. Donc ça, on le fait tous les jours. En fait, ça reste aujourd'hui manuel. On fait un export-import. Voilà, et ça nous permet aussi de rajouter, enlever des produits. Pour le paiement, on a fait le choix de travailler avec un partenaire local, donc Kies, qui a déjà négocié avec pas mal de banques, Visa, Mastercard, Alipay, et bien sûr aujourd'hui l'essentiel pour nous, qui nous a quand même poussé aussi à nous lancer là-dedans, c'est d'éviter d'avoir des transactions avec du cash et de pouvoir utiliser le système de paiement par QR code qui a beaucoup facilité les choses. Donc voilà, ça a été une solution assez facile, et on a aussi une interface avec Kies pour les paiements. Deux possibilités, on peut retirer en magasin ou être livré. La disponibilité des produits, on l'a vu, c'est mis à jour tous les jours. Et bien sûr, on prend une certaine marge de sécurité pour éviter que le client commande un produit qui soit en rupture. Donc quand le stock est déjà très faible, on en tient compte. Et donc,
toutes ces solutions-là ont été amenées par Niam24 en fait. En ce qui concerne la livraison sur les provinces, on ne travaille pas avec Niam24 dans ce cas-là, et c'est un process un peu plus long, ça prend un jour de plus, et on a des partenaires comme Thierry Logistique au Verac Puntam qui sont spécialisés en livraison vers les provinces à des coûts limités. Mais dans ce cas-là, les gens, comme dans la plupart des villes, il n'y a pas obligatoirement une pharmacie UCare. Ils ne seront pas livrés à domicile, mais livrés dans un point de retrait, en fait, qui seront essentiellement les agences des sociétés de logistique. Voilà. Dernier point, quel est l'avenir pour nous, vers quoi on peut évoluer via cette application notamment. Un des éléments qui peut être l'avenir pour la pharmacie et la santé en général, c'est la partie télémédecine. Aujourd'hui, on a parlé du problème d'accès aux soins au Cambodge pour des gens qui sont éloignés de la capitale. Je pense que le système de téléconsultation peut être un très bon moyen. Après, il y a une question de moyens financiers pour pouvoir le faire pour les gens qui sont éloignés, mais c'est quelque chose qui peut vraiment se développer au Cambodge à partir du moment où il y a un cadre légal bien défini. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Et c'est la même chose donc, pour le troisième point, c'est-à-dire la e-pharmacie, où le principe, c'est qu'il y a une connexion directe entre le prescripteur et le central des pharmacies, et ensuite, en fonction de la localisation du patient, l'ordonnance est envoyée de manière numérisée aussi dans la pharmacie la plus proche. Et de ce fait-là, la préparation de l'ordonnance peut être faite dans cette pharmacie et ensuite livrée au patient directement. Là aussi, on a un problème de sécurisation. Il faut, bien sûr, aujourd'hui, on ne peut pas démarrer ça dans la situation actuelle du secteur de la pharmacie au Cambodge. En dehors de UCare, il n'y a pas beaucoup de pharmacies qui peuvent vraiment avoir le contrôle sur ce qui fait. On en discutait, aujourd'hui on peut tout avoir sans ordonnance au Cambodge, donc c'est une situation qui n'est pas vouée à perdurer, hein. Il y a quand même un risque sanitaire important, et voilà. Mais il faut aussi suffisamment de médecins, de médecins équipés, et c'est toute une organisation, mais qui est quand même encouragée aussi par le gouvernement ici. La digitalisation au niveau de la santé, c'est quelque chose qui est poussé pour donner accès au plus grand nombre. Et enfin, on a parlé un petit peu de ce qu'on faisait aujourd'hui en rapport reporting sur notre application, mais bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement du patient, du rappel de l'heure à laquelle ils doivent prendre leur traitement, au renouvellement de leur traitement chronique, et tout comme les données biologiques qu'on pourrait obtenir via l'application en ayant des moyens de mesurer en continu certaines données. C'est déjà le cas avec des montres connectées ou des choses comme ça. On pourrait tout à fait imaginer que notre application devienne une plateforme où ils pourraient accéder aussi à ces données-là et les transmettre aux autres professionnels de santé. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, je m'appelle Aurélien Caruso, je travaille au sein de l'entreprise Wiresk, une entreprise spécialisée sur les CRM et la data, et plus spécifiquement sur le management ou la gestion de la data au sein des entreprises. Avant de rentrer dans le détail pour que vous puissiez bien comprendre et avant de parler des problématiques et des solutions que nous on apporte au Cambodge, j'aurais souhaité qu'on parle un peu de la donnée. De la donnée, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? La donnée, dans un premier temps, ça représente toutes les informations qui sont numériques. Elles peuvent avoir différents formats, ça peut être des textes, des sons, des images, des vidéos. La manière dont celle-ci est collectée, on l'a vu en partie, ça peut être au travers de solutions telles que des applications mobiles. Ça peut être au travers de capteurs que vous placez sur des machines qui vous permettent de communiquer
avec elle et vous envoyer de l'information, ou tout simplement, lorsque vous faites de la prospection commerciale, ou lorsque vous discutez avec les gens, vous collectez un certain nombre d'informations que vous allez pouvoir par la suite stocker et analyser. Au niveau du stockage, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais bon, il y a des data centers, il y a aussi des solutions d'hébergement en cloud. Pour ce qui est de l'analyse aujourd'hui, tout dépend du nombre d'informations qui sont présentes dans votre entreprise, mais il existe des solutions telles qu'on appelle la business intelligence, qui vous permet d'analyser rapidement l'ensemble de vos données que vous avez collectées au sein de votre entreprise. Ça vous permet d'identifier au sein de votre entreprise les différents produits qui sont les plus vendus, et ça vous permet du coup, par exemple, de prendre des actions nécessaires suite à l'analyse de la donnée que vous avez menée. Concernant ce que nous faisons ici au Cambodge, c'est qu'on est parti d'un constat très simple et on travaille sur le temps et l'information, ou autrement dit, comment récupérer l'information au bon moment. Et on est parti d'un constat simple où on est allé dans les entreprises de différents secteurs d'activité et on a regardé le travail au quotidien des individus sur leur poste de travail. Et on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait une multitude de petites tâches qui étaient effectuées, donc des tâches administratives, tout comme ça peut être des copier-coller ou un changement d'application ou une analyse de dossier administratif notamment, qui prenaient du temps. Et en cela, on s'est dit, bon, est-ce qu'on n'essaierait pas de créer une solution qui permettrait aux gens de gagner du temps pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui est réellement important au sein d'une entreprise, c'est créer de la valeur et mettre de côté tout ce qui n'est pas utile, ou en tout cas tout ce qui ne permet pas de créer cette valeur. Pour vous récapituler, donc par rapport à cette perte de temps, lorsque ça peut être minime, ça peut être des petites minutes perdues par-ci, par-là, mais lorsque vous additionnez ces minutes, ça peut rapidement arriver par exemple à 20 minutes de perdues dans la journée au niveau administratif. Lorsque vous l'additionnez au nombre de personnes qui travaillent dans l'entreprise, par semaine, par mois, vous comprenez assez facilement qu'il y a un gain pour l'entreprise de perdu. Et donc nous, ce que nous faisons, et on l'a vu avec Monsieur Catry qui nous a parlé d'API, notamment, un API c'est quoi? C'est un programme qui permet à un autre programme de communiquer avec un autre programme. D'accord? Les API en général, ils sont développés dans le but de pouvoir faire communiquer des applications entre elles. Nous avons développé un outil qui permettait d'intégrer une multitude d'applications pour permettre aux individus de faire transiter l'information dans toutes les applications de l'entreprise en temps réel, ce qui vous permet à vous d'avoir les informations au moment T et de prendre les meilleures décisions au meilleur moment, bien sûr. Donc on parle ici d'automatisation des processus métiers. Ça nous vient d'une technologie qui s'appelle ETL, qui n'est pas une technologie nouvelle, ça existe depuis les années 70 et ça permettait à des bases de données de formats différents de pouvoir communiquer entre eux. Appliqué au milieu business, c'est faire communiquer des applications entre elles. Comment est-ce qu'on le fait? On le fait au travers de ce qu'on appelle en anglais des workflows, c'est-à-dire qu'on arrive à identifier suite à un chemin visuel de la donnée, d'où vient la donnée, où est-ce qu'on la push et où est-ce qu'elle est stockée. Donc, je vais vous montrer ça dans le détail. Donc, par exemple, pour ça c'est un exemple, mais on arrive à connecter par exemple Niam24 avec des outils tels que Telegram. Dans ce cas-là, c'est un workflow rapidement que j'ai fait qui montre dès qu'il y a une commande qui est annulée, et ça envoie un message via Telegram à différents groupes pour avoir l'information rapidement. Après, on est aussi en capacité de pouvoir fabriquer des workflows beaucoup plus complexes qui mettent en branle plusieurs applications. Donc dans ce cas-là, par exemple, il va y avoir du Niam24 avec un POS ou différents groupes Telegram pour informer les différentes cuisines ou autres, jusqu'à arriver sur, j'en parlais tout à l'heure, la business intelligence. Et en l'occurrence, il y a des outils tels que Power BI qui sont très utilisés aujourd'hui. Et donc on fabrique ce type de chemin pour différents secteurs d'activité, puisque finalement, les entreprises, bien qu'elles travaillent sur des sujets différents, on se rend compte qu'elles travaillent aussi avec des applications qui sont similaires. Les mêmes applications, cependant l'utilisation de ces applications est différente dans les entreprises.
Maintenant, d'un point de vue réponse aux problématiques locales. Finalement, la problématique temps, c'est pas simplement une problématique cambodgienne. On est tous confrontés au quotidien à ces petites tâches qui nous prennent du temps. Et donc, pour pouvoir répondre aux problématiques cambodgiennes, mais aussi, puisque nous, on a dans l'idée aussi de se développer en Asie, c'est de réfléchir à quelles sont les applications locales. Et donc, nous intégrons des applications locales. On a vu Niam24, comme on peut parler de Grab, qui sont des applications extrêmement utilisées au quotidien par tous. Et donc, pour répondre à ces problématiques locales, on intègre dans un premier temps ces applications via API, pour le coup, et on travaille avec des partenaires. Dans un premier temps, des partenaires sur du long terme, où là, on souhaite proposer cet outil à justement des écoles ou à des associations, et un partenaire cambodgien local. Au niveau de la stratégie court terme, on s'était dit qu'il valait mieux un Cambodgien qui parle cambodgien à des Cambodgiens pour parler des problématiques cambodgiennes. Et donc, à ce niveau-là, on a signé un partenariat avec une entreprise au Cambodge qui s'appelle Gecko Digitech, qui n'a pas pu venir ce soir. J'aurais bien voulu vous le présenter, mais disons qu'on va travailler sur les sujets d'automatisation et on va travailler ensemble sur qu'est-ce qu'on pourrait automatiser au Cambodge. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc j'imagine que ce soir, tout le monde partira avec quelque chose en tête. Je pense que tout le monde a appris au moins une chose ce soir. On va pouvoir passer à côté. J'espère que tout le monde a ses tickets. Et puis donc merci à tous d'être venus. Et puis à la prochaine fois sûrement. On essaiera de travailler davantage avec la CCI dans les mois à venir. Merci à tous. Et la prochaine.